Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le débat se focalise sur comment mettre fin à la fraude transfrontalière entre le Burundi et le Rwanda. Des cas de fraude transfrontalière s'observent entre les localités frontalières avec le Rwanda, malgré la fermeture des frontières entre ces deux pays. Des Burundais fraudeurs habitant la province de Cibitoke utilisent la rivière Kanyaru pour se rendre en province Rwanda en clandestinité avec leurs marchandises. Cette situation a été évoquée lors de la réunion de sécurité tenue jeudi le 14 mars 2024 au chef-lieu de la commune Mugina en province Cibitoke. Et le gouverneur Kareme Bizoza a par contre mis en garde les administratifs à la base qu'un fraudeur attrapé entre de traverser la rivière de Kanyaru sera sévèrement puni. Et selon l'agence burundaise de presse ABP, même avant la fermeture des frontières burundo-rwandaises, plus de 2200 kg de minerais de type wolframite, 138 grammes de lingots d'or et d'autres minerais de type castérite et coltan saisis en transit vers le Rwanda avaient été remis vendredi le 7 avril 2023 par le parquet de Kayanza Nord à l'Office burundais des mines pour vente aux enchères. Alors pourquoi la persistance de ces cas de fraude transfrontalière malgré la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda? Quels sont les produits qui font objet de fraude transfrontalière? Quels dangers que courent ces fraudeurs? Quelles stratégies à adopter pour juguler ce phénomène? Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat mosaïque d'aujourd'hui, animé par Vestine Boutoyi pour le compte de la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Bénévolencia. Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Il y a Jean de Dieu Wigirimana, adjoint du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Cibitoke. Monsieur Jean de Dieu, bonjour. Bonjour, c'est avec plaisir que je suis ici dans le studio Isanganiro. Bienvenue à l'émission Mosaïque. Merci. Nous sommes également avec Gabriel Elofili, il est le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Monsieur Gabriel, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue encore à l'émission Mosaïque. Bien, merci. Il y a également, et enfin, l'expert en commerce international, Élie Ronald de Boniza. Élie Ronald de bonjour. Bonjour, je vous salue. Et bienvenue à l'émission Mosaïque. Ok, merci de votre invitation. Pour ouvrir le débat mosaïque, la première question s'adresse à Jean de Dieu Wigirimana, qui est l'adjoint du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Cibitoke. Monsieur Jean de Dieu, des cas de fraude transfrontalières ont été signalés en votre province lors de la réunion de sécurité tenue le 14 mars 2024. En tant que commerçant transfrontalier, quelle explication pourriez-vous donner face à cette situation? Et merci de m'accorder la parole. Premièrement, je veux dire que cette réunion qui s'est tenue en commune Mugina par les autorités provinciales, je n'étais pas invité, mais en province de Cibitoke, je peux dire que ce cas de fraude frontalière n'existait pas parce que nous, la CTF Burundi, le commerçant transfrontalier, nous avons organisé des réunions, pas mal de réunions, à nos membres pour les sensibiliser sur ces cas de fraude. Alors, vous comprendrez même que ces cas de fraude s'observent en province de Kayanza. Même ceux qui le feraient transitent vers Kayanza, mais pas à Cibitoke. Pourtant, le gouverneur de la province de Cibitoke a mis en garde les administratifs à la base parce que ces cas de fraude étaient présents. Était présent, mais en province de Kayanza, mais pas à Cibitoke. C'est pour se protéger. Mais oui, puisque, à ma connaissance, je connais aucun cas d'un fraudeur de la province de Cibitoke qui serait appréhendé, qu'il a fait voyager ses produits
au Rwanda. Peut-être que vous n'êtes pas informé parce que même le chef de la colline Marambo affirme cette situation. Je ne suis pas informé de cette situation. À votre avis, quels seraient les produits qui font objet de fraude? Les produits qui seraient objet de fraude, ce sont ces produits vivriers. Les fruits, les poissons de lac Tanganyika, les oranges, les mangues, ainsi de suite. Comment sont considérés les Burundais qui font cette pratique? C'est une mauvaise pratique. Alors, si ces gens font ça, et une fois attrapés, ils seront appréhendés par les autorités compétentes. Je reviens vers vous, M. Gabriel Rufiri. Vous êtes le président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Et comment vous comprendrez l'état des lieux des fraudes transfrontalières au moment où les frontières entre le Burundi et le Rwanda sont fermées? D'abord, j'ai une question que je voudrais poser à mon collègue ici. Je ne sais pas si ce n'est pas moi qui n'a pas bien saisi sa réponse. Elle parle qu'il n'y a pas de cas de fraude qui sont signalés à Chibitoki, c'est ça? Donc, il n'y a pas, selon vous, il n'y a pas de cas de fraude. Pour moi, je n'ai aucun cas. Ok. Non, je comprends. Pourtant, le gouverneur l'a déjà signalé donc, dans une réunion. D'abord, je dois vous dire que la fraude est ancrée dans la nature humaine. Il faut le savoir. C'est humain et c'est même impossible de dire que ces cas de fraude n'existent pas. Ça, c'est une considération d'ordre général. La deuxième considération d'ordre général, la fraude est l'une des infractions qui se commettent dans toutes les sociétés qui existent, que ce soit les sociétés les plus organisées que le Burundi. Si tu vas dans n'importe quel pays au monde, ces cas existent. La seule différence est au niveau de la prévention et de la répression de ces cas. C'est la seule différence entre les États, entre les nations. Mais dire qu'il n'y a pas de cas de fraude, moi je dirais que c'est vraiment une situation qui n'est pas réaliste au Burundi. La troisième considération, pour moi, c'est que dans ce genre de débat que nous faisons, moi je vois qu'il y a un déséquilibre notoire. Il n'est pas possible et il n'est pas normal que tous les jours, quand nous participons dans ce genre de débat, il n'y a pas de représentant de l'autorité publique. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc moi, nous les citoyens, on a besoin de savoir les raisons parce que les autorités publiques sont là pour nous. Ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour nous. Ils bouffent, ils prennent les impôts et taxes en provenance de ces mêmes citoyens qui ont besoin d'être informés. Donc, et surtout informés à travers les débats contradictoires. Pas arrêter de donner des messages comme ça sans répondre. Il faut un débat. Monsieur Gabriel Rufiri, actuellement, dans cette situation de fermeture des frontières burundo-rwandaises, quelle définition pourriez-vous donner à ces cas de fraude transfrontalière? Non, la définition, la raison est simple. La fraude se fait dans la clandestinité. Les frontières fermées ou pas, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'ouverture ou la fermeture des frontières. Il faut le savoir. Donc, vous avez évoqué le Rwanda, mais c'est la même chose qu'au Congo, c'est la même chose qu'en Tanzanie, c'est la même chose. C'est ailleurs, je vous ai dit que c'est lié à la nature humaine. Ce sont des cas frauduleux, ce sont des cas qui se passent en secret. Ce ne sont pas des... Et ça se fait, peut-être on va parler des acteurs de cette fraude. Il y a plusieurs acteurs. Donc, quels sont ces fraudeurs? Non, plutôt les acteurs. Moi, je ne parle pas des fraudeurs. Les acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui se trouvent dans ces fraudes. Il y a d'abord les administratifs. Confondus, si je parle des administratifs, il faut comprendre qu'il y a
plusieurs acteurs. Mais il y a aussi les passeurs. Les passeurs, je pense que vous comprenez ce que c'est les passeurs. Ceux qui facilitent. C'est ceux qui facilitent en fait ce que je peux appeler les passeurs. Ce sont ces personnes qui transportent la fraude, qui connaissent les lieux où passer, qui connaissent les positions des agents de sécurité. Si ces agents ne sont pas impliqués, souvent ils sont impliqués, que ce soit les agents de la partie en amont et de la partie en aval, donc le côté du pays où vient la fraude et le côté où va la fraude. Donc, il y a ces deux catégories. Il y a une autre catégorie, c'est les commerçants. Les commerçants, eux, ce sont des acteurs principaux dans cette fraude. Jean de Dieu, tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Les commerçants sont les premiers acteurs, comme il vient de le dire. Oui, oui. Pas tout, quand même, pas tout le monde, mais dans la plupart des cas. Je pense que les commerçants... Et c'est pas seulement... En fait, ce que je voudrais ajouter, il y a un autre phénomène qui se place dans la considération générale, c'est la généralisation de la corruption. Dans un pays où il y a la corruption, toi qui n'es pas dans ces actes, c'est toi qui deviens un problème. Il faut le savoir. Et quand nous observons comment ça se situe, la corruption est devenue un mode de vie de la plupart des dirigeants, de la plupart des administratifs, de la plupart des citoyens. Et quand une infraction immorale, donc ce qui n'est pas de la morale, devient la morale, vous comprendrez que cette situation quand même est problématique. Et donc la fraude devient comme un mode de vie des citoyens. Va à la frontière tanzanienne et voir ce qui se passe actuellement avec le manque de devises. Va à la frontière burundo-congolais, va à la frontière donc du Rwanda et Burundi. Certes, pour le Rwanda, les frontières sont fermées, mais comme je viens de vous le dire, c'est clair que la fraude, plutôt au lieu de diminuer, ça s'est senti. Il y a des preuves. Va à Kigali, va ailleurs, vous allez trouver les hamsters, tous les produits qui sont fabriqués au Burundi sont consommés au Rwanda. Je parle du Rwanda comme je peux parler de la Tanzanie, du Congo. Même question pour vous, Eli Ronald de Boniza, l'expert en commerce international, et comment comprendre cette persistance des fraudes transfrontalières entre le Burundi et le Rwanda au moment où les frontières entre ces deux pays sont fermées? Oui, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça, mais retenons quelques-uns. Peut-être, si on essaie de faire une analyse sur tous les deux côtés du Rwanda et du Burundi, vous allez trouver qu'il y a un mauvais engagement des acteurs qui souhaitent toujours travailler dans l'informalité. Vous voyez, il y a un besoin d'enrichissement illicite, d'avoir beaucoup plus que les autres. Avec ça, vous vous êtes trouvé dans une situation où vous êtes obligé de frauder, de traverser la frontière dans des voies qui ne sont pas tout à fait légales. Et quand est-ce qu'on est obligé de commettre, de faire des fraudes? C'est-à-dire, si vous travaillez dans la légalité, vous êtes enregistré, vous payez de l'impôt, vous payez des taxes. Aujourd'hui, si les frontières sont fermées, il y a d'autres voies d'écoulement de vos produits. Vous n'êtes pas obligé de travailler toujours dans la clandestinité. Mais si vous travaillez dans la clandestinité, vous trouvez quelques opportunités qui vous avantagent par rapport aux autres. Mais c'est toujours risqué, il n'y a pas d'avantage parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment encourager. Vous trouvez plus que les autres aujourd'hui, mais demain après-demain, vous allez perdre même votre vie parce que vous travaillez dans l'insécurité. C'est-à-dire, il y a ce besoin, il y a ce désir, cette motivation de travailler dans l'informalité qui est liée à ce comportement illicite de ces commerçants. Si je dis les commerçants, vous allez trouver même parmi ces commerçants les forces de l'ordre, les gens des forces de l'ordre, de l'administration, comme Gabriel Ruffier l'a déjà souligné.
Et dans d'autres cas, vous allez trouver pour lui des situations qui ne les avantagent pas. Il n'y a pas de facilité d'investissement, il n'y a pas de facilité d'échange de leurs biens ou de leurs services. Parce que aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement, mais les bénéficiaires ne sont pas considérés, les bénéficiaires ne sont pas interrogés, ne sont pas consultés. Quelles décisions, par exemple? Prenons par exemple la décision de fermeture des frontières. Ce n'est pas une décision qui a été prise en consultant les bénéficiaires du premier rang de cette pratique, de cette transaction commerciale. Pourtant, même avant la fermeture des frontières, les fraudes étaient là. Oui, les fraudes étaient là, mais je vous ai déjà dit qu'il y a un mauvais engagement, une mauvaise motivation, un besoin de travailler toujours dans une concurrence qui est déloyale. Là, on peut le dire de cette façon. Mais aujourd'hui, s'il y a une fermeture de frontières, vous allez trouver d'autres réseaux qui expliquent le même phénomène. Vous voyez. Et aussi il y a des gens qui prennent plaisir ou qui prennent intérêt de travailler dans l'informalité parce qu'il y a la non-vigilance des forces de l'ordre. Il y a pas une bonne cohésion, professionnelle entre l'administration, les forces de l'ordre et la population. Mais à part ça, j'aimerais bien signaler, peut-être nous allons le dire dans les cas stratégiques de lutter contre ça, il doit y avoir une partage de l'information. Donc pour vous, cette persistance de fraude serait liée à la non-protection effective des frontières? Oui, la non-protection des frontières. On peut aller même jusqu'à loin parce qu'il n'y a pas une volonté politique de protéger ceux qui ne fraudent pas. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont parmi les administratifs, qui effectuent cette pratique, vous allez trouver qu'il y a une autre catégorie qui n'est pas protégée. Parce que ce qui était censé les protéger sont les mêmes acteurs qui font cette pratique frauduleuse. Dans ce cas, ces gens vont essayer de voir comment travailler toujours dans cette informalité parce qu'ils ne sont pas dans la même équilibre. Dans le même équilibre de travail, si je peux dire ainsi. Mais dans tous les cas, vraiment, c'est une pratique à décourager. Monsieur Jean de Dieu Bigirimana, en se basant sur les interventions de cet expert en commerce international, si vous êtes au même marché avec ceux qui pratiquent la fraude et ceux qui sont légaux, comment vous travaillez ensemble? On ne peut pas travailler ensemble avec ces gens qui sont... Mais vous avez même marché d'écoulement. Bien sûr, vous avez même... C'est là où réside le problème. Comme l'autre vient de le dire, c'est là où réside le problème. Parce que quelqu'un qui a fait arriver ses produits en payant les douanes et l'autre les ont fraudulés. Vous êtes sur un même marché. Donc, vous qui avez payé les taxes, vous travaillez en perdant. Et celui qui a fait entrer ses produits sans payer les taxes, lui, il va bénéficier. Alors, le problème est que au niveau de l'administration, on dirait qu'ils ne sont pas là. Ils n'observent pas ces deux cas, et les mettre sur balance. Donc, c'est un problème sérieux parce que ce qui fait entrer ces produits sans payer de taxes vont beaucoup s'enrichir et ceux qui paient les taxes qui entrent à l'État vont se voir bientôt ruinés. Donc vous entrez dans une concurrence déloyale. Oui. Monsieur Gabriel Rufsiri, quelles sont les raisons qui expliquent la persistance de ces cas de fraude transfrontalière? Ce qui explique la non-atténuation de ces cas de fraude, c'est simple, c'est parce qu'il y a collision entre ces trois acteurs que j'ai nommés tantôt. Donc, les administratifs, les commerçants et les passeurs. Donc, il y a cette collision, il y a ce mariage qui existe entre ces trois acteurs. Si n'existerait pas le mariage entre ces trois acteurs, malheureusement, c'est un mariage immoral, comme je l'ai signalé tantôt, parce que ça cause beaucoup de danger
que ce soit pour le pays en général et pour les relations entre les États, mais aussi ça cause des problèmes au niveau de l'équité. Donc, il y a plusieurs conséquences de cela. Donc, la persistance est simple, comme je viens de vous le dire, ça se résume dans ce mariage qui existe entre ces trois parties. Donc, la non-atténuation de cette fraude-là. Comme vous parlez du danger, et quel danger qui courent ces fraudeurs? Non, les dangers, pas les fraudeurs, s'il vous plaît. Non, pas les fraudeurs. Je vois que vous voulez réduire l'ampleur de cette question. Du tout, oui. Tous les acteurs qui sont impliqués dans la fraude. Non, vous voulez les fraudeurs. Non, les fraudeurs, oui, mais il y a d'abord le pays. Le pays manque des ressources. Car, prenons, illustrons ce cas par des cas concrets. Supposons qu'on a parlé des minéraux. Aujourd'hui, au Burundi, nous manquons des devises. Mais nous savons que l'une des sources de devises, ce sont les minéraux. Mais il y a des outils qui ont été mis en place pour faire la traçabilité minière. Il y a les 6 outils de la CIRGL. Le Rwanda et le Burundi, la Tanzanie, le Congo se trouvent dans la CIRGL. Nous sommes même dans l'EAC. Mais quand nous observons au niveau international les minéraux en provenance du Burundi, c'est énorme, surtout l'or. Mais si vous regardez dans l'objet général de l'État, il n'y a rien qui est signalé dans l'objet général de l'État. Et pourtant, les minéraux qui se trouvent à Dubaï, ailleurs, partout, c'est marqué que c'est l'or du Burundi. Et on se pose la question alors, vous voyez les dangers au niveau économique. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième élément, ce sont des produits vivriers. Je viens de parler de minéraux, mais en seul minéraux, l'or, mais il y a d'autres minéraux. Les produits vivriers. Souvent, on entend des lamentations comme quoi il y a des produits comme le haricot, maïs, oignons. On nous dit par exemple aujourd'hui, oignon, le kilo d'oignon s'est multiplié à 5. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais nous, on était dans une réunion, dans une retraite à Muramvya la semaine passée, de 3 jours, donc, où on a passé à revue de plusieurs questions, dont cette question de fraude. On nous a dit que la plupart des oignons vont en Tanzanie, au Rwanda, au Congo, et le prix de ces produits s'est multiplié à 5 actuellement au Burundi. Voilà l'autre conséquence de la fraude. Le Burundi n'est pas en train de bénéficier de ces produits que nous produisons ici, mais ce sont les étrangers donc à notre frontière qui est en train d'en bénéficier. Et il n'y a pas de retour de ces devises en provenance de ces produits. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. Et la troisième conséquence, c'est l'insécurité. Quand il y a la fraude, présence de la fraude, on peut frauder les armes comme on peut frauder d'autres produits. Et donc, c'est vraiment immoral, comme je viens de vous le dire. Ça dépasse seulement le volet économique. Ça entrape, ça aille même vers le côté sécurité, mais aussi le côté moral, comme je viens de vous le dire, parce que ça crée des inégalités dans la société. Donc, en un mot, il y a plusieurs conséquences, avec des conséquences collatérales qui font que dans une situation de fraude, c'est seuls ces individus-là qui sont en train de gagner. Vous parlez de ce que courent les fraudeurs dans une situation où la fraude est devenue la règle. Ils vont courir quoi? Plutôt, ils vont être
à cramer. Donc la fraude n'est pas punissable? C'est punissable, mais quand ça devient immoral, quand ça devient la règle, quand l'immoral devient la morale, et quand dans une situation de l'immoralité généralisée, ce sont ces fraudeurs-là qui sont mis devant. Regardez dans notre culture sociétale, on peut vous connaître que vous êtes un grand bandit de la République, mais on vous met devant. C'est ça l'élévation de la médiocrité. Et pourriez-vous dire que la fraude est trop généralisée? Alors pourquoi le gouverneur de la province de Cibitoke a mis en garde ces administratifs qui favorisent ces fraudes? Je peux vous poser moi aussi une question. Depuis l'indépendance, tous les présidents qui se sont succédés parlent de la lutte contre la corruption. Mais est-ce que la corruption a été atténuée autant? Non, non. Parler, oui, mais il faut accompagner par des actions concrètes. Qui sont commerçants aujourd'hui? La plupart des autorités publiques sont devenues des commerçants. Oui, ils sont devenus des commerçants. Est-ce qu'il y a je peux vous poser une question en arrivant à l'ouest? Pourquoi ils ont refusé de déclarer le patrimoine alors que c'est trouvé dans la Constitution? Va regarder l'article 95 de la Constitution. Est-ce que cela rentre dans le cas des corruptions, des fraudes? Je vous ai parlé qu'il y a plusieurs étapes en matière de lutte contre la fraude et la corruption. Il y a la prévention et il y a la répression. La prévention, la déclaration du patrimoine de l'autorité publique rentre dans la prévention de ces actes. Mais aujourd'hui, je t'ai posé la question. Aujourd'hui, la plupart des mandataires publics sont devenus des commerçants. C'est eux qui vendent les boissons de Braroudi, c'est eux qui vendent le sucre. Souvenez-vous, par ailleurs, la plupart des députés qui ont été attrapés en train de faire la fraude des produits de la Sosumo, le sucre. Je reviens vers vous, M. Jean-Dodieu Bigirimana. Vous êtes l'adjoint du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Cibitoke. Et à votre avis, quel est le danger que courent ces gens qui pratiquent la fraude? Et les dangers que courent ces gens qui pratiquent la fraude sont énormes. Du point économique, vous comprendrez que lorsqu'ils vont là, ils ne vont pas donner les taxes à l'État. Et l'État, vous comprendrez que l'État perd les impôts et les taxes douanières. Autre chose à signaler, si ces gens sont attrapés, les biens sont saisis d'office. Donc, ils se ruinent eux-mêmes. Autre chose à signaler, du côté sécuritaire, ils peuvent même perdre leur vie. Dernièrement, quand les frontières étaient fermées, c'était peut-être en 2016 ou 2018, sur la frontière rwando-burundaise, il y a eu un cas où il y avait des gens, des petits commerçants qui avaient franchi la rivière Iruhwa et arrivés au Rwanda, ils ont été fusillés. Pourquoi fusillés? Les soldats rwandais les ont fusillés. Peut-être qu'ils auraient dit que ce sont des malfaiteurs, mais ils les ont pris et ils les ont mis quelque part et ont fusillé sur eux. Il y en a ceux qui ont perdu leur vie et d'autres qui ont pu se sauver en courant. Donc, vous comprendrez que les dangers sont énormes. Mes questions pour vous, monsieur l'expert en commerce international, est que le danger qui pour les fraudeurs? Il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers. La plupart de ces dangers, on les observe dans la vie de tous les jours. Cette pratique frauduleuse est la source d'insécurité physique, si vous voulez, d'insécurité sociale, d'insécurité de tout genre. Parce que vous travaillez sans se conformer aux normes et règles qui régissent votre activité. Vous n'êtes pas connu. Vous travaillez pendant la nuit où les autres sont reposés. Vous voyez, les forces de l'ordre vont vous confondre aux rebelles. Les autres pour lesquels notre frère nous a dit qu'ils ont été fusillés. C'est vrai, oui, parce qu'ils sont ennemis de la paix. Ça, c'est premier. Donc, il y a le détournement de richesse.
département de richesse publique, le département de richesse familiale, de richesse de la communauté. Parce que s'il y a la création de l'emploi, vous comprenez qu'il y a la création de richesse. Mais dans le cas contraire, il y a le détournement de richesse. Vous ne payez pas de l'impôt et des taxes. Vous êtes considéré comme un acteur qui travaille seul dans un environnement qui est censé être collaborationnel. Vous comprenez? Et aussi, il y a un enjeu majeur qui doit être souligné de destruction du climat d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez dans les bonnes conditions que la loi ou les règles exigent, là, vous êtes dans une concurrence. Vous jouez souvent la carte de prolifération de vos produits. Mais dans le cas contraire, vous êtes un individu X qui souhaite être vendeur, seul fournisseur, seul client dans un environnement qui est censé être ouvert à tout le monde. Vous voyez, le cadre logique de votre activité n'est pas connu, n'est pas bien structuré. Ce sont des travaux en noir, si vous voulez. Il n'y a pas une identification de quelqu'un qui fait cette activité. Il n'y a pas un engagement en termes d'argent, en termes de création de l'emploi, en termes de satisfaction. C'est-à-dire vous travaillez dans le désordre, mais vous trouvez intérêt de rester dans ce désordre. Mais les autres constatent ça comme source d'insécurité. Monsieur Eli Ronald, et dans ce cas, comment sont considérés les Burundais qui se livrent à cette pratique? Moi, je le considère comme ennemi du développement. Ennemi du développement. Pourquoi? Parce que vous connaissez vous-même. Vous savez tous très bien que le développement de notre pays est conséquence du paiement de l'impôt et des taxes. Parce que le paiement de l'impôt et des taxes contribue à la réalisation des dépenses publiques. Aujourd'hui, les infrastructures de notre pays, la construction des routes, des hôpitaux, des stades, ainsi de suite, sont construits sur base des impôts et des taxes qui ont été payés par ces commerçants. Mais vous allez trouver beaucoup de commerçants qui se plaignent, qui ne sont pas contents de la façon ou de l'état derrière de ces routes, de ces hôpitaux. Mais ils ignorent qu'ils ne paient pas ces impôts. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui est conséquence d'autres choses qui ont été effectuées par les mêmes commerçants. Alors, plus loin, vous trouvez dans les médias des rapports qui disent aujourd'hui ou demain, le Burundi a une dette de tant de milliards d'arrêts. Cette dette provient d'où? C'est une contribution de notre gouvernement en matière de participation financière d'AREAS. Mais ce fonds sont originaires de ces impôts, de ces taxes. Les projets régionaux sont financés par ces impôts. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'électricité. Nous avons des barrages qui sont peut-être mal construits ou qui sont dans un état qui n'est pas souhaitable. C'est originaire d'où? C'est la conséquence de quoi? De nos paiements de ces impôts. Il n'y a pas la création de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un budget qui est alloué à ces projets, à ces initiatives, à ces programmes. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont déjà vraiment qui sont ennemis du développement. Peut-être il y a une conscience, que je dise, fiscale qui n'est pas avertie sur toutes ces difficultés. Mais si on cherche à former ou à éduquer les gens, que ce soit déjà des gens de la population frontalière du Rwanda ou ailleurs, vraiment, il faut les éduquer, il faut les former. On va y revenir. Et rappelons que le débat mosaïque continue sur Isanganiro et il se focalise sur comment mettre fin à la fraude transfrontalière entre le Rwanda et le Burundi. Nous sommes encore avec les trois invités. Il y a Jean de Dieu Wigirimana, l'adjoint du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Cibitoke, et M. Gabriel Elofsili, le président de l'Observatoire de lutte contre la malversation économique, et M. Eli Ronald de Boniza, l'expert en commerce international. Après avoir parlé des dangers que courent ces fraudeurs, et aujourd'hui, actuellement, on aimerait savoir, est-il possible de lutter contre cette pratique de fraude, M. Gabriel Elofsili? C'est possible, mais peut-être, comme je le dis, je voudrais encore une fois nuancer, atténuer. Oui,
on peut lutter pour atténuer, c'est possible, mais il faut d'abord un engagement politique. Parce que quand il n'y a pas d'engagement politique, oui, l'engagement politique se trouve dans la vision 20-40 pays émergents, 20-60 pays développés. Mais pour moi, l'engagement politique doit être traduit dans la pratique. Si ça reste un slogan, on ne va pas arriver nulle part. Comment est-il possible au moment où un kilo de haricots qui coûte au Burundi entre 2700 et 4500 francs et coûtait entre 2000 et 3000 francs rwandais? Non, c'est possible, comme je viens de vous le dire. Tout dépend de l'autorité. Tout dépend de l'autorité politique. Aussi longtemps que l'autorité politique se trouverait dans les mêmes pratiques, parce que je vous ai dit que maintenant c'est eux qui font le commerce, donc là ça devient compliqué. Donc il faut un engagement politique, la première chose, mais il faut traduire en acte, en action concrète cet engagement politique, mais aussi il faut interdire formellement, je dis bien formellement, que les mandataires publics s'adonnent, s'arrogent au commerce, mais aussi c'est la quatrième solution. Il faut organiser le commerce frontalier. Le commerce frontalier, s'il n'est pas organisé, ça sera très difficile d'atténuer ces cas. L'organiser, c'est-à-dire, il faut identifier, il faut faire un canal. Par exemple, c'était manière de fermer les frontières, c'est encourager la fraude en quelque sorte, même si la fraude existait. Il faut organiser la fraude, donc en utiliser les experts. Vous-même, vous avez évoqué que les mêmes cas de fraude sont signalés sur la frontière tanzanienne, burundaise. Partout, c'est dans tout, c'est sur toutes les frontières, il y a ces cas de fraude. Cela est dû à plusieurs facteurs, comme je le disais tantôt. Il y a le facteur du manque de devises. Aujourd'hui, vous savez, le gouvernement n'est pas à mesure actuellement de donner les devises. Actuellement, tous les commerçants qui cherchent les devises, on ne peut pas aller dans les bureaux de change pour chercher les devises. Tous les commerçants qui vont à l'étranger, que ce soit les pays frontaliers ou ailleurs, ils doivent recourir au marché noir pour avoir ces devises. Et actuellement, le gouvernement est en train de traquer ces échangeurs qui travaillent en clandestinité. Donc, actuellement, nous sommes dans cette situation et le gouvernement n'est pas à mesure de donner des solutions alternatives. D'où le gouvernement lui-même ne voit pas quoi faire. Ils sont dans l'impasse si on constate ce qui se passe actuellement. Il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué actuellement. C'est vrai, les frontières sont fermées entre le Burundi et le Rwanda. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les Burundais qui veulent se rendre les Burundais ou les Rwandais qui veulent se rendre au Rwanda, c'est par Tanzanie. Ils y vont. Mais malheureusement, et les autres passent par les voies informelles, clandestines. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le Burundi qui est en train de perdre. C'est le Burundi et le Burundi qui sont en train de perdre à cause de cette fermeture. Dans ce cas, quelle stratégie pourriez-vous proposer? Non, d'abord, il faut ouvrir les frontières. C'est simple. Les questions politiques doivent être gérées politiquement. C'est simple. Mais fermer les frontières, c'est condamner les Burundais dans une situation d'isolement, avec toutes ses conséquences. Monsieur Jean de Dieu Bigirimana, vous êtes l'agent du représentant des commerçants transfrontaliers. Quelles solutions pourriez-vous proposer pour mettre fin à ces cas de fraude transfrontalière? Les solutions que je peux proposer, il faut d'abord qu'il y ait une politique
bien déterminés pour que ces fraudeurs ne continuent pas à écouler leurs produits à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est parce que quand ils volent, ils bénéficient beaucoup. Ici au Burundi, il n'y a pas les marchés. Les marchés de Kolema, bien sûr, existent, mais il n'y a pas de gain suffisant pour eux. Alors, ils font cette pratique pour chercher un mieux léger. Alors, l'État doit adopter les stratégies pour juguler à ce phénomène, lesquelles il faut d'abord sensibiliser les commerçants, multiplier des réunions. Les autorités d'aujourd'hui, on dirait qu'ils n'ont pas cette habitude de faire des réunions dans la population. Alors, il faut qu'il y ait des réunions pour que ces gens soient sensibilisés à ce phénomène de fraude. Et puis, les commerçants transfrontaliers, et aussi, il faut qu'ils aient un esprit patriotique, aimer leur patrie. Comme ça, s'ils aiment leur patrie, ils vont essayer de réduire les cas de fraude. Est-ce que s'ils font des fraudes, c'est le synonyme de n'être pas patriote? Mais quelqu'un qui fait la fraude, est-ce que vous pourrez dire qu'il est patriote? Non, moi je ne dirais pas qu'il est patriote parce que il veut d'abord s'enrichir illégitimement. Alors que les autres vont s'enrichir selon la loi. Mais ils s'enrichissent illégitimement. Alors, c'est-à-dire que le pays perd d'abord les taxes et les impôts. Et ces infrastructures développées ne seront pas là parce que l'État n'aura pas les moyens de le faire. Donc, il faut qu'il y ait une politique bien déterminée dans la matière. Même question pour vous, Edi Ronald de Bonizar, expert en commerce international. Et quelle stratégie à adopter pour juguler ce phénomène de fraude transfrontalière? Oui, les stratégies, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais retenons quelques-unes. Et il faut aussi les mettre en pratique parce que les stratégies, c'est pas pour les citer, mais il faut les mettre en pratique. Et si aujourd'hui on a effectué ce genre d'émission, c'est pour que les gens qui sont des intervenants dans ce genre de pratique... Peut-être qu'il y en a ceux qui le font par ignorance. Peut-être ça. Mais aujourd'hui, avant d'établir beaucoup de sanctions, parce qu'on insiste toujours sur les sanctions, comment les décourager, comment les pénaliser, il faut d'abord que ces gens soient éduqués, soient formés. Il faut qu'ils aient une conscience fiscale qui est avertie. Je l'ai déjà souligné. On sait aussi les avantages, pas même les désavantages, parce qu'il n'y a pas de désavantages, des inconvénients de ce genre de pratique. Il faut vraiment qu'il y ait une civisme fiscal en net hausse. En net hausse, peut-être dans les provinces frontalières avec le Rwanda, mais pas seulement les provinces frontalières avec le Rwanda, parce que la pratique frauduleuse ne s'effectue pas seulement à Chibitoki, Kirundo, Kayanza, même dans les autres provinces. Ça doit être en politique, ça doit être une politique, un programme. Est-ce que Edi Ronald de Bonizar, y aurait-il une loi qui réprime ces cas de fraude? Oui, il y en a. Si aujourd'hui vous révisez ou vous entrez dans le code douanier ou code pénal burundais, c'est décrit, c'est mentionné. Il y a quatre catégories d'infractions en matière de ça. Et les infractions et les sanctions sont définies, sont précisées. Quel article? Oui. C'est à partir de l'article 276 et en dessous. Et dans le code pénal, l'article 290 et en dessous, c'est bien mentionné. Mais je ne vais pas insister sur les articles de sanctions, d'infraction. Il faut souvent les éduquer, les former, faire des politiques de sensibilisation. Entre parenthèses, on va prévoir tout ça. Les formateurs, il y en a beaucoup.
on va nous dire, nous allons contribuer si vous voulez. Mais après ça, il faut qu'il y ait aussi une intégration, un renforcement d'intégration régionale. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec d'autres pays du sous-région, le Rwanda, la RDC, l'Ouganda, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait vraiment un renforcement d'intégration. Intégration en matière de commerce. Que les commerçants burundais trouvent les mêmes opportunités à faire le commerce. Parce que vous allez trouver aujourd'hui un commerçant rwandais qui est subventionné à 60% de son activité commerciale, mais le commerçant burundais qui est peut-être subventionné à 20%, à 10%. Vous voyez qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions de travail. Avec l'intégration régionale, avec l'intégration en matière de commerce, vous allez trouver ils trouveront les mêmes opportunités. Il y aura des facilités d'échange de biens et de services parce que les histoires d'impôts et de taxes seront beaucoup plus réduites. Vous comprenez? Il n'y aura pas cette tendance de travailler toujours dans l'informalité parce que les conditions de travail les encouragent à rester toujours dans la formalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut même aussi qu'il y ait une surveillance d'ensemble à la fois pour le Rwanda et pour le Burundi, qu'il y ait un partage d'informations. Aujourd'hui, notre OBR a mis en place une série spéciale de contrôle et d'enquête. Est-ce que le partage d'informations est-il possible dans cette situation de fermeture des frontières entre les deux pays? On suggère ça. Mais dans le cas contraire, on essaie de faire d'autres stratégies, de mettre en place d'autres stratégies. Vous voyez, on peut par exemple faire une harmonisation interétatique des législations, avoir une base légale de loi, une même base légale. Parce que si vous ne travaillez pas dans les mêmes conditions, si vous n'avez pas les mêmes considérations, c'est vraiment c'est rare, c'est presque impossible de rester dans les mêmes pratiques. Vous voyez. Aujourd'hui, il faut insister sur ça. Il faut insister sur le cadre logique de travail. Et dans le cas contraire, vous allez assister ce genre de pratiques. Nous allons rester dans les mêmes histoires. Mais on ne souhaite pas ça. Yeah. Peut-être je voudrais ajouter quelque chose. J'ai parlé des administratifs, des bases au sommet. J'ai parlé des passeurs. J'ai parlé des commerçants, mais qui va former qui? À résumer. Pour moi, il faut un engagement politique et interdire à tous les mandataires publics de faire le commerce. Et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait parler que celui qui va former l'autre. Les frontières sont fermées. Va au Rwanda et voir les amsters qui sont vendus là-bas. Et bien d'autres produits. Je viens de vous parler de l'oignon. L'oignon au Burundi aujourd'hui, ça coûte combien? Mais va en Tanzanie, va au Congo, va au Rwanda, vous allez trouver les oignons burundais sur les marchés de ces trois pays que je viens de nommer. Est-ce que ce n'est pas vraiment de la généralisation? Je viens de vous parler de l'or qui est vendu à Dubaï et ailleurs. Ça vient d'où? L'étiquetage, en fait, il n'y a pas d'or qui est vendu dans une nation donnée sans être étiqueté. C'est interdit. Pour éviter ce qu'on appelle les minéraux du sang. Mais c'est nommé que ça vient du Burundi. Ces minéraux sont... Si vous allez dans l'objet général de l'État, il y a une rubrique ressources minières, il n'y a rien. Il y a 2 ans, on mettait autour de $300, 1 200 000 francs. Dans cette situation, est-ce que ce n'est pas vraiment de la généralisation? Donc, je peux énumérer beaucoup de cas parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans le domaine. On parle de ce que nous connaissons, ce que nous voyons. Aussi longtemps que l'autorité publique n'est pas à mesure de se défaire de ces cas, moi, je pense que ce sera très difficile d'avancer. Et merci, c'est par vos contributions que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque qui a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Bénévolencia. Nous étions avec 3 invités. M. Gabriel Ofsiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Merci de votre participation. Merci pour l'invitation, mais aussi, il faut vraiment voir l'autorité publique
en train de débattre sur ces questions importantes. Monsieur Jean de Dieu Wigilimana, l'adjoint du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Chibitoke, merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Eli Ronald de Boniza, l'expert en commerce international. Oui, je vous remercie de votre invitation. Merci. Nous aimerions aussi avoir la participation du gouverneur en province de Chibitoke, mais en vain. Au revoir, à la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.